Bonjour Frédéric. Bonjour Hélène. Alors, je suis vraiment très heureuse de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Toi, tu es architecte, très engagé. On a l'impression que tu n'as jamais cessé finalement de remettre en question les pratiques établies, même si peut-être qu'au début, tu n'en avais pas tout à fait conscience. Mais moi, ce que je ressens, c'est que tu es engagé ou embourbé, je ne sais pas le mot, mais dans une quête de sens de l'acte de bâtir, et que ce savoir concevoir est vraiment au cœur de tout ce que tu entreprends en tant qu'architecte. Toi, tu as tracé ta route depuis le début. Tu as un parcours atypique, tu vas nous en parler. Et pour moi, tu fais partie de ces profils, de ces esprits libres, en fait, qui ressentent un peu ces heures du temps, qui suivent leur intuition et qui réinterrogent profondément, en fait, ce que l'architecture doit nous apporter ou nous faire, quel est l'exercice un peu qu'elle nous amène à faire aujourd'hui en tant qu'humain, pour faire face à ces défis qui sont environnementaux, sociétaux, mais aussi esthétiques en fait de notre époque. On te qualifie souvent de radical parce que justement tu minimises au maximum l'empreinte écologique de tes projets. Moi j'aime ce mot, radical, parce que c'est celles et ceux qui vont à la racine des sujets en fait, avec une vision, une compréhension qui est intégrale, systémique, globale des enjeux et de leur engendrement. Et pour moi en fait c'est la voie, parce que sinon on traite le symptôme, mais on n'est pas dans le vrai sujet. Alors, on va répondre super bien, mais à des mauvaises questions. Alors que je trouve que des profils qui vont à la racine, c'est une autre histoire qui s'enclenche, et pour moi, c'est beaucoup plus authentique. Je ne sais pas si tu connais le néologisme qu'Alain Damasio et Baptiste Morisot ont inventé, qui est le mot de la cosmopolitesse. Je t'en parlais tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, mais pour moi, tu es un architecte de la cosmopolitesse, et je te remercie d'ouvrir cette voie et de tout ce que tu fais en réalité. Et vous allez voir, chères auditrices, auditeurs, c'est assez incroyable. Ton travail, en fait, me touche aussi parce que tu nous permets quelque part de renouer avec le vivant et d'intégrer aussi un peu peut-être l'invisible dans tes projets, de repenser de manière un peu plus zoom out, tu vois, notre manière d'habiter, en fait, la Terre. Alors, quelques mots sur toi. Donc, toi, tu as grandi au Havre, entouré par cette effervescence des chantiers. Je crois que tu t'es fasciné par le béton. Tu n'as jamais vraiment travaillé pour les autres. Tu as fait un stage un peu hors les murs, mais en archéologie d'ailleurs. Donc c'est marrant parce que c'était pas du tout dans une agence. Et tout de suite, tu te mets à exercer en libéral, en Normandie, en région parisienne. Et on va le voir peut-être, tu vas nous en parler, mais ça m'avait marqué aussi quand je regardais ce que tu avais fait évidemment, mais tu as beaucoup travaillé sur des bâtiments qui avaient des fonctions un peu qui étaient en lien avec l'humain, des fonctions un peu de soins, que ce soit des crèches ou des bâtiments comme ça, même aussi des personnes qui avaient des soins peut-être psychiatriques, etc. Je crois qu'il y avait de ça. Alors, dans cette conversation, on va essayer de cheminer un peu autour de tes prises de conscience, de tes déclics et de comment ça a atterri dans la matière et comment tu as métabolisé un peu ce que tu comprenais du monde à travers ce métier d'architecte. Et peut-être pour commencer cette conversation, j'aimerais beaucoup que tu nous dises en quelques mots, mais même si j'ai un peu posé le cadre, mais d'où tu nous parles, tu vois? Je suis je pense un homme vieillissant, un architecte qui apprend toujours, et en tout cas qui a décidé de transmettre après quelques expériences, pas si anciennes que ça, puisque comme tu le disais tout à l'heure, j'ai commencé très tôt en sortant de l'école à exercer. Tous les architectes, tous les étudiants le savent, en sortant de l'école, on ne sait pas construire en fait, c'est très très long. Il faut, je pense, une vie d'architecte pour commencer à maîtriser à peu près le sujet. En tout cas, c'était la sensation que j'avais, et j'ai mis très longtemps à me sentir capable, en fait, de pouvoir concevoir de la façon dont je voulais concevoir. Quand on a ce syndrome de l'imposteur dont on parlait, la seule solution, c'est de regarder les autres, de les imiter. Et donc, j'imitais, moi, des architectes qui me semblaient être la bonne voie. Enfin, tout ce qui était éco-construction, construire en bois, avec des panneaux solaires. Enfin, donc j'avais ce besoin d'écologie qui était en moi depuis toujours, mais que je savais pas comment faire finalement. Et c'est au bout de peut-être 20 ans d'exercice que je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, quoi, qu'il fallait aller bien au-delà. Et c'est à travers une prise de conscience qui m'a amené à rentrer en fait, c'est politique, hein. Ma bascule, elle a été politique. Il y a une quinzaine d'années,
Je me perds un petit peu, mais c'était pour répondre quand même à la question d'où je suis. J'ai l'impression d'être non pas au bout d'un cheminement, parce que je pense que ça va continuer, mais que je me sens enfin légitime et capable de répondre à des problématiques, à des programmes, de la façon qui me semble la plus juste possible, c'est-à-dire avec une empreinte minimale, construire le moins possible, le mieux possible. Voilà. On en parlait tout à l'heure, mais tu me disais aussi que parmi un peu tes déclics, ça avait été, tu sais, le fait d'apprendre que la masse des choses construites sur Terre dépassait la masse, quelque part, du vivant réuni. Ça, toi, tu apprends ça il y a combien de temps? Enfin, quand est-ce que tu captes? Ça m'a choqué quand même, c'est pas si vieux, je sais ça peut-être depuis une dizaine d'années, parce que c'est quand même, enfin, quand on parle d'anthropocène, là, c'est vraiment une manifestation terrible de savoir que l'homme, qui est un enfant, quoi, qui sait même pas ce qu'il fait, enfin, il fait et il a des pouvoirs énormes, de savoir que nous, enfants, on a produit, on a empilé des cubes, on a joué avec la matière jusqu'à en produire plus, enfin en transformer plus que ce que tout le vivant, y compris tous les planctons dans la mer et toutes les algues, les insectes, enfin toute la masse du vivant, dont nous, humains, c'est terrible quand même, parce que on n'a pas bien fait en plus, on n'est pas arrivé encore à l'âge adulte, donc évidemment, on a fait un peu n'importe quoi, tout le monde le sait maintenant. C'est un peu dur, en fait, d'entendre de comprendre ça, surtout quand on est un peu câblé avec justement la matérialité, en tout cas, parce que tout le monde, peut-être, n'a pas ce prisme-là, mais sûrement que si vous écoutez ce podcast, c'est que ça vous intéresse, parce que le beau pèse, en fait. Donc le beau, quand il s'incarne quelque part, il faut bien le fabriquer avec un truc. Donc toute cette question de la matière, pour moi, elle me passionne. Mais ce qui est intéressant, du coup, et c'est aussi le parcours que tu partages là, c'est que on va traverser justement comment est-ce que toi, à travers tout ce que tu as mis en place, comment on peut, une fois qu'on sait, parce qu'aujourd'hui, ces informations circulent, et une fois qu'on sait, comment est-ce qu'on transmute ça et comment est-ce que finalement ça devient un tremplin pour autre chose, et que il y a une sorte d'élan. Et d'ailleurs, j'entendais dans une interview précédente, tu avais sorti ça un peu et ça m'avait vachement interloqué, parce que je crois que cette expression était complètement géniale. Tu parlais par rapport à toi, ta posture, tu sais, d'architecte. Tu disais que le fait d'avoir dépassé ce syndrome de l'imposteur et d'avoir accepté de faire comme tu l'entendais, même si c'était pas forcément dans les normes et que ça répondait pas à grand chose au début, ça t'apportait un confort existentiel. Et ça, je crois que c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et on sent aujourd'hui qu'il y a justement ce confort existentiel, que c'est un vrai plus, en fait, que c'est pas forcément valorisé aujourd'hui, mais qu'il y a une plus-value depuis cet espace créatif qui est, en fait, on a la sensation que toi, il y a quelque part un peu la colère qui est passée. Enfin, c'est comme si on n'a pas l'impression que tu es quelqu'un qui, en fait, il y a un grand discernement, mais quand on regarde les ouvrages, etc., moi, c'est pas ce que je ressens. Tu vois, je ressens pas quelqu'un qui est en colère et qui veut, Et ça, je trouve que c'est plutôt, c'est peut-être la trace de ce confort existentiel que ça te laisse. Alors, je peux me mettre en colère, et ça m'arrive parfois de me mettre en colère. Si, il y a toujours des choses qui me mettent en colère. Enfin, comme c'est ce constat de la masse de tout ce que l'homme a construit sur Terre est plus importante que la masse du vivant. Bon, ça, c'est le genre de truc. Ça impacte. Oui, c'est ça. C'est un choc. Ça fait mal. Enfin, et puis, t'as envie de réagir avec une certaine colère quand même à ce constat. On a fait un peu n'importe quoi, et on a quand même remué et artificialisé plus de matière qu'il n'en existe à l'état naturel, de vivant. Voilà. Et ça m'a conforté en tout cas dans cette recherche de ne plus extraire, de ne plus produire de façon artificielle, et de travailler avec des matériaux qui sont disponibles dans l'environnement proche et ne nécessitent pas de grandes transformations, donc moins d'énergie, moins d'extraction, et puis surtout moins de déchets, d'utiliser ces matériaux-là. Est-ce que, avant qu'on parle en détail là, justement de comment, etc., tu construis aujourd'hui, quand au tout début, là, tu faisais ces projets beaucoup dans le domaine de la petite enfance, du grand âge, etc., tu parlais de bientraitance architecturale. C'est un mot que j'ai beaucoup aimé, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on peut entendre par ça? C'est une façon de répondre à un programme qui s'adresse à des publics qui sont pas autonomes, comme les petits enfants, les crèches. J'ai fait beaucoup de crèches.
J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la psychiatrie et du handicap, notamment beaucoup l'autisme. Et ça nécessite une grande humanité dans l'approche. Il faut arriver à se mettre à la place de ceux qui ne sont pas autonomes ou même de ceux qui souffrent. Simplement nous, ce qui peut provoquer un inconfort, je sais pas, au niveau du bruit, des contrastes, de la lumière ou des odeurs, etc. Chez les autistes, par exemple, ça provoque de la douleur. Ça provoque des crises, etc. Donc il faut arriver à intégrer ça et utiliser l'architecture comme un moyen non pas de soigner, mais d'apporter quand même de la bienveillance et de la bientraitance, d'où ce terme de bientraitance architecturale. Et ça m'a amené, en fait, j'avais déjà cette conscience écologique, mais ça m'a justifié dans le choix de matériaux naturels. Parce que c'est vrai que le bois, la terre crue, toutes les fibres, déjà, c'est des belles matières, et c'est des matières généralement assez, de façon kinesthésique, on est en amitié, enfin, elles sont aussi en amitié envers nous, et c'est généralement des matériaux sains qui régulent, enfin, pour la terre crue par exemple, les ambiances hygrothermiques, et tout ça concourt à avoir du confort, mais pas un confort artificiel, lié avec de l'air conditionné ou des doubles flux ou des choses comme ça, mais vraiment quelque chose qui marche tout seul. Et ça m'a amené à proposer ça dans mes programmes, même si j'avais pas la réponse à des programmes dans mes projets. Dans tes projets normaux, dans des projets normaux de crèche et d'hôpitaux psy ou de lieux de soins. Et c'était antérieur à ma bascule, mais ça m'a quand même amené, ça m'a procuré, disons, une bonne connaissance de ces matériaux et de ces dispositifs bioclimatiques, par exemple. Et donc, tout à l'heure, là, tu nous disais que tu commences comme un architecte, entre guillemets. Enfin, tu avais cette conscience, mais tu utilisais donc le bois, etc., les panneaux solaires. Puis après, là, tu as compris que c'était tout autre chose, qu'en fait, il y avait un truc complètement systémique et que ça t'a attiré. Tu t'es dit, bah, allez, go, on y va. Et ce qui a, j'ai la sensation aussi, été un moment très, très fort dans ton parcours, c'est ton mémoire que tu as fait. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Ça m'a aidé à structurer ma pensée, en fait, et ma pratique. Simplement, oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait une formation longue. C'est la formation Michel Sabat à l'époque. Et c'était une vingtaine de jours dans l'année. Et à la fin, il y avait un mémoire à faire. Et naturellement, j'ai fait un mémoire. Ça s'appelait l'architecte objecteur de croissance. Comment être architecte? Comment construire? Comment construire ou au moins faire son métier d'architecte, de maître d'œuvre? Comment répondre à des programmes tout en restant dans cette idée de finalement ne pas construire ou construire le moins possible et le mieux possible, donc de façon bioclimatique, low-tech, avec des matériaux locaux, pas transformés, donc ne pas participer finalement à la grande machine et au casino global. Et du coup, est-ce que ce mémoire t'a permis, est-ce qu'aussi tu as le fait de poser cette pensée, de le publier, est-ce que ça t'a aidé après ta pratique au quotidien, à dire non en fait à certaines choses pour essayer de te consacrer à d'autres? Enfin, parce que ce qu'on entend beaucoup, c'est que pas mal de personnes vont nous dire oui, bah vous avez raison, oui, bien sûr, etc. Mais en réalité, après, ils nous disent oui, je peux pas pour telle et telle raison, parce qu'en fait, au quotidien, si je commence à dire ça, en fait, après, je vais plus avoir de boulot, ou si je commence à avoir machin, enfin. Donc il y a plein de peurs en fait, en résumé, c'est qu'il y a plein de peurs qui surgissent. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as traversé peut-être en fait ces peurs-là et que tu as voulu complètement aligner ce que tu disais, ce que tu écrivais avec ce que tu faisais? Complètement, enfin c'est vraiment l'écrit qui m'a permis de structurer ma pensée et la pratique que je voulais mener. J'en étais pas encore là, c'était juste une intention. J'ai mis 10 ans à ce mémoire, il donnait un peu toutes les recettes, toute la façon dont cet architecte objecteur de croissance devrait exercer. C'était pas applicable du jour au lendemain, mais quand même, comme tu dis, ça m'a permis de dire non. La chose est écrite, je pouvais pas en dévier. Ça m'a permis de tracer mon chemin et d'y aller pas à pas, mais jamais en reculant, toujours en avançant vers aller de plus en plus loin dans ce programme. Et effectivement, ça m'a permis de dire non à des gros projets, parce qu'ils répondaient pas. Ils répondaient un petit peu à certains aspects, mais pas complètement. Là où j'en étais du chemin, il fallait que j'aille plus loin.
Donc oui, j'ai renoncé à des projets qui étaient des gros projets. Mais finalement, c'était pas un calcul. J'ai vraiment perdu un chiffre d'affaires important à ce moment-là. Mais en fait, que j'ai retrouvé depuis, et peut-être même beaucoup plus, avec en plus ce confort existentiel dont tu rappelais. Et ça n'a pas de prix. Effectivement, ça a été un chemin un peu compliqué. Moi, je pense que je peux évaluer à 2 fois plus de temps. On va résumer ça comme ça. 2 fois plus de temps qu'on passe sur les projets, aussi bien en stade d'étude qu'en stade d'exécution. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu de l'expérimentation. On réinvente un peu plein de choses. Et du coup, je suis pas payé 2 fois plus cher que les autres, en fait. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Parce qu'en échange de ça, j'ai ce confort existentiel dont tu rappelais le fait que j'avais exprimé ça. Ouais, ça n'a pas de prix. Et puis en fait, aujourd'hui, je pense aussi que des personnes qui ont ces envies, etc., il y en a énormément. Et que peut-être la chance qu'on a aujourd'hui, fin 2024, c'est aussi que en fait, on est dans ce moment où on peut se rencontrer, où on peut faire écosystème, où on peut faire circuler peut-être aussi les petits tips et les choses que... Parce que c'est l'expérience aussi, j'imagine, des projets qui fait que tu apprends, je sais pas, mais j'imagine tu te plantes sur un truc où tu vois que ça et ça marche pas, ou qu'avec ça tu gagnes beaucoup plus de temps, ou que ça c'est plus rentable, ou que lui il a ce tuyau. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui font peut-être usage et qui font ces gains de temps. Et ce que j'aime énormément aussi dans ta posture, c'est que tu es dans une démarche d'ouverture, en fait, de partage de tout ça. Tu formes beaucoup, mais en fait, voilà, j'ai la sensation qu'on t'envoie un mail, un machin. Enfin, t'es pas dans la restriction de ces informations. Et voilà, toi, tu as traversé tout ça avec le succès qu'on en connaît et qu'on va aussi détailler parce qu'on va parler des projets en détail. Mais je crois aussi que finalement, pour peut-être donner un peu confiance à d'autres de faire ça, c'est se dire que finalement, il y a des gens comme toi qui ont ouvert des voies et c'est toujours plus dur pour les pionniers. En fait, t'es pas le seul. Tu vois, il y en a aussi beaucoup d'autres, évidemment. Il y a des vagues un peu comme ça qui se prennent les gros trucs et puis après, c'est un peu plus... peut-être il y a une espèce de spirale, une systémie un peu qui se met en avant. Puis petit à petit, ça peut devenir un peu le new normal. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Oui, c'est vrai que on défriche. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps. Voilà, on a du mal à avancer, mais une fois qu'on a tracé cette route, l'idée c'est d'emmener les autres. Pour eux, c'est effectivement beaucoup plus facile. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de s'adapter, d'adopter ces pratiques, sinon on n'ira pas bien loin, quoi. Donc, bien sûr que tout le monde va suivre. Il n'y a pas que moi. Hein. C'est comme tu dis, on est quand même plusieurs pionniers à défricher ce chemin. Et l'idée, c'est d'emmener le plus de monde possible et le plus rapidement possible. Donc maintenant, c'est ce que je me suis fixé comme objectif, en fait. Voilà, je suis plus militant qu'architecte. J'utilise mon métier pour essayer de changer le monde là où il faut le changer. Et effectivement, c'est ça l'idée. Ouais. Et puis on a l'impression que ça t'a aussi changé toi surtout. Enfin, c'est aussi ça qui est beau dans ces cheminements un peu militants et engagés de personnes qui... Parce que quand on regarde... on a l'impression que c'est aussi surtout l'expérimentation et tous les endroits où ça coince, où il y a des nœuds ou machin qui t'intéressent en fait. Quand ça roule, ça t'intéresse un peu moins. Enfin, je sais pas, tu vois, si je me trompe, mais tu vois, c'est là où aussi on t'appelle. Voilà, il y a là où ça coince ou là où et c'est dans ces endroits un peu biscornus que peut-être des profils un peu comme les tiens seront toujours en fait dans ces endroits-là peut-être. J'aime bien, oui, le combat. J'aime bien les choses un peu compliquées parce que quand tu arrives à trouver des solutions, c'est très gratifiant, voilà. Après, il faut choisir ses combats, il faut pas s'épuiser non plus sur des batailles perdues d'avance, donc il faut bien les choisir là où tu peux faire progresser les choses, et puis aussi s'accorder aussi des voies faciles un peu pour se faire très plaisir et accomplir quelque chose de très visible, et voilà. Parce que souvent les choses compliquées, elles sont pas forcément très visibles. Mais tu peux nous donner des exemples? Par exemple, c'est en réemploi, arriver à rendre assurable quelque chose qui ne l'est pas parce que ça ne rentre pas dans les normes. Donc là, il y a beaucoup de recherche pour avoir le minimum. Normalement, ça nécessite des essais de laboratoire, par exemple, pour essayer de rendre, de prouver que cette mise en œuvre va être conforme aux normes. Soit il faut beaucoup réfléchir ou beaucoup échanger avec les bureaux de contrôle pour trouver des voies de contournement, voilà, pour
jouer un peu sur les mots. Enfin, par exemple, on a l'idée de couvrir un bâtiment, ça c'est pour la ferme des possibles 2, la deuxième ferme des possibles, avec une couverture qui est réalisée avec des pales d'éoliennes. Donc on coupe des pannes d'éoliennes pour faire des espèces de tuiles pour couvrir une halle ouverte. Bon, bah en fait, on n'y arrivera pas. Si on dit au bureau de contrôle qu'on va faire une couverture avec des pales d'éoliennes, on n'a pas les moyens, nous, de financer des tests de laboratoire qui permettent de prouver que tout va être bien étanche et conforme aux normes. Donc on dit, bah c'est pas une couverture, c'est une ombrière. Voilà, c'est juste pour se protéger du soleil. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de tests à faire. Voilà, c'est ce genre de combat dont on parle au début. On est face à un mur, on peut pas avancer. Et en fait, on y arrive, mais c'est beaucoup de temps. Ça nous vient pas forcément aussitôt, tout de suite, cette idée de contournement. C'est beaucoup d'efforts, parfois même de découragement, mais voilà, il faut tenir bon pour y arriver. Ouais, et puis en fait, c'est aussi c'est intéressant parce que on a la sensation que c'est aussi parce que il y avait ces obstacles-là que la solution a surgi aussi, parce qu'en fait, cet obstacle revenait tout le temps et tu te dis non, mais c'est pas possible qu'en fait, on puisse pas le faire, je veux vraiment le faire. C'est ça. Et après, comme tu le disais, c'est des échanges et puis de comprendre, qu'est-ce qui est contrôlé, qu'est-ce qui est dans le scope du contrôle et qu'est-ce qui est hors scope. Et du coup, quand tu te positionnes hors scope, c'est hors scope. Et donc, c'est un peu ça aussi, peut-être, une manière créative de répondre à ces contraintes tout en étant dans les clous et en pouvant justement livrer les choses. Donc ça, on adore, et peut-être que du coup, on aura d'autres occasions là, je sais pas, d'ici la fin de l'interview, peut-être que tu nous donnes d'autres choses, mais parmi les matériaux, parce que donc on l'aura compris, la décroissance c'est un cap, mais c'est pas vraiment possible d'être décroissant quand on est architecte, parce qu'en fait c'est clairement un métier qui est hyper impactant. Quand on a ce cap-là, le moins d'impact sur l'extraction, quelles vont être du coup un peu ta palette, toi, de matériaux, que ce soit des matériaux bio et géosourcés, puis après tu nous parlais déjà de du réemploi. Je sais que tu as commencé avec la terre et tu as une grande relation avec la terre, peut-être que tu peux nous en parler. Alors, on peut commencer déjà par dire les matériaux qu'il ne faut pas employer. Enfin, moi, je proscris le béton. On croit que c'est pas possible de construire sans béton, mais si. Enfin, à la fin, on se dit, bah oui, mais tu auras toujours du béton dans les fondations. Bon, bah, pas forcément. Enfin, on peut avoir du béton dans les fondations, et ça peut être du béton de réemploi. Des blocs, un peu comme les fondations cyclopéennes qu'on faisait avant. Hein, voilà, on peut utiliser des morceaux de béton, mais sinon, ce que j'aime bien, c'est les pieux vissés, voilà, qui sont, bon, là, du coup, c'est pas du réemploi, hein, mais ça permet d'éviter le béton et d'être totalement réversible. Dans une pierre ? Non, c'est quoi ? Oui, c'est des grandes vis, enfin, c'est des grandes des tronçons de 2 mètres avec une hélice au bout, et tu as un engin qui a beaucoup de couple qui permet comme une tarière, hein, de pénétrer le sol. Et puis tu rajoutes par tronçon de 2 mètres jusqu'à ce que tu puisses pas aller plus loin. Okay. Tu as une étude de sol qui te permet de savoir où est le bon sol, et tu essayes de descendre jusque-là. Et l'avantage de ces pieux vissés, c'est que tu peux les dévisser en fin de vie du bâtiment et restituer, ou même si tu dévisses pas, c'est pas très grave. Si tu les laisses c'est pas du béton, quoi. T'as pas quelque chose qui reste comme une dent dans la gencive que tu peux pas extraire. Enfin, c'est terrible. Dans cette idée de réversibilité que j'ai appliquée notamment sur le bâtiment, la maison de la réserve à Épinay-sur-Seine, où là on est totalement en pieux vissé. Donc les matériaux qu'on utilise, c'est bien sûr la terre, parce que c'est matériau de prédilection qui est présente partout, à condition de ne pas aller extraire la terre comme on extrait le sable pour faire du béton. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la terre, celle qui est considérée comme un déchet, c'est-à-dire celle qui a été extraite déjà, que ça soit sur le site lui-même, parce qu'on a dû former le terrain, faire des nœuds, creuser un petit peu, refaire la topo. Le minimum, hein, on essaye de se caler plutôt sur le terrain naturel, mais d'utiliser cette terre, voilà, parce que c'est un matériau quand même qui a énormément de qualité et qui a surtout le plus grand mérite d'être présent sous nos pieds, et qui est génial. Moi, c'est un matériau avec lequel je travaillais déjà avant même d'avoir changé ma pratique, tout simplement par le modelage. C'était quelque chose, un passe-temps, hein, que j'avais, d'utiliser mes mains pour modeler. Et il y a un moment où je me suis dit, mais au fait, je peux construire avec. Ça a été à peu près au même moment où j'ai d'ailleurs décidé de faire différemment. Donc la terre, toutes les fibres qui sont présentes dans l'environnement, bien sûr la paille, qui a le mérite d'être
de bénéficier de règles professionnelles, donc ça facilite la surabilité. Il y a aussi tous les bois de pays et les matériaux de réemploi qui enrichissent cette palette, parce que c'est vrai que bois, terre, paille, hein, le nouveau BTP comme on dit souvent, c'est super, enfin on a tout ce qu'il faut pour faire avec, mais... Je vois aussi que tu utilises paille de riz, paille de seigle, enfin il y a ouais, pas c'est ça. mal Moi j'utilise que la paille de blé parce que c'est plus simple. D'abord, il y en a partout, il y en a toujours pas loin, même en région parisienne, tu trouves des bottes de paille à moins de 50 km, et puis surtout ça bénéficie des règles professionnelles de construction paille. J'ai fait la formation, je suis pro paille, et donc je construis... et c'est assurable, donc c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, on peut utiliser plein de pailles, les pailles de riz, pailles de seigle, voilà. J'ai construit en chaume, qui est un roseau, enfin, on peut considérer que c'est une paille aussi. Voilà, et pour enrichir cette palette, il y a tous les matériaux de réemploi, qui sont des matériaux aussi locaux, qui ne nécessitent pas d'extraction et qui en plus évitent un déchet, le fait de leur donner une deuxième vie, voire une troisième vie, de façon à retarder, d'éloigner la poubelle le plus possible. Voilà. Et parmi tous ces matériaux, j'avoue que j'ai quand même une affection particulière pour la terre. Quand on touche la terre, c'est quand même toujours une révélation quand c'est la première fois qu'on met les mains dans la terre. Et je fais beaucoup d'enduits à main nue. Hein, Ouais, c'est ce qu'on peut voir sur ton compte Instagram aussi, tu partages des images. Ouais, sur tous mes chantiers, j'arrive toujours à mettre de la terre, et de la terre du terrain si possible, et à faire des chantiers participatifs justement pour communiquer là-dessus, pour que les gens se rendent compte que c'est quand même un grand bonheur, et on fait des choses vraiment merveilleuses avec la terre, en design, enfin d'utiliser des couleurs de terre différentes, tout ce qu'on peut rajouter dedans. Alors moi je rajoute beaucoup de choses parce que je ne rajoute surtout pas de sable. Parce que dès lors qu'on rajoute du sable, généralement c'est du sable extrait. Bon, sauf en région parisienne, c'est une exception parce qu'il y a encore toutes les profusions de carrières de sable, mais c'est quand même dommage de continuer à extraire ce matériau qui pourra peut-être servir plus tard à faire autre chose. Et la plupart du temps, c'est quand même dans le monde, hein, c'est 70% du sable extrait l'est du fond des mers. Donc ça, c'est quand même aussi une catastrophe écologique qui crée beaucoup de problèmes sur les côtes, au niveau des nappes phréatiques, etc. Et puis en termes aussi d'extinction de la vie. Enfin, c'est vraiment... Donc, surtout pas de sable extrait. Donc, du coup, ça m'amène à rajouter plein de choses qui sont souvent des déchets aussi, comme sur les chantiers, on a beaucoup de cartons. Voilà, sur la ferme des Possibles, par exemple, on a gardé tous les cartons pour ensuite en faire de la pâte de cellulose avec nos petites mains, hein, sans outil particulier. Si un malaxeur, on laisse le carton baigné dans l'eau, on le déchiquette en petits morceaux et après on le malaxe pour faire une pâte de cellulose qu'on rajoute à la terre et qui permet de la fibrer et d'éviter la fissuration, mais sans sable. Après on peut rajouter plein de choses aussi, on a ici les cheveux, la poudre de pierre. Et les cheveux tu les récupères, c'est un circuit avec des coiffeurs, un petit... Ouais, chez le coiffeur du coin. Un petit coiffeur, il remplit un sac poubelle, un gros sac poubelle par semaine à peu près. Ah ouais. Et nous, avec ça, on peut faire des milliers de mètres carrés parce qu'on n'en met pas beaucoup de cheveux finalement. Cheveux, c'est surtout pour faire un enduit pelliculaire à la fin, pour rattraper quelque chose qui n'a pas été très bien fait, qui a fissuré, etc. Là, c'est vraiment le truc ultime. Mais ça se voit ou pas? Enfin, non, on voit pas les cheveux, non. Ah ouais. Si, parfois, tu as un petit poil qui sort, mais tu tires dessus. Mais c'est pas grave non plus de voir qu'il y a des cheveux. Mais ouais, parce que c'est une fibre très très fine, totalement imputrescible et très solide. Ouais. Et finalement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour fibrer un enduit pelliculaire. Donc là, les enduits, les propriétés, ça va être quoi? Ça va être le confort thermique, anti-feu? Enfin, c'est quoi qu'est-ce que en fait, la propriété essentielle de la terre, c'est son hygroscopie, c'est-à-dire sa façon d'absorber l'humidité de l'air, d'être également totalement ouvert à la vapeur d'eau, ce qui permet à un bâtiment de respirer. Et puis, ce faisant, il y a un effet thermodynamique qui permet d'apporter de la fraîcheur l'été et de la chaleur l'hiver. En fait, ça fonctionne. Bon, c'est pas un radiateur, hein, ça va pas remplacer un mode de chauffe, ça va pas non plus remplacer la clim. Mais ouais, il faut pas mettre de clim, il faut trouver d'autres moyens, bien sûr, et ça y participe, la terre crue. En plus, ça a l'avantage d'être au niveau du son, enfin, ça matifie le son, c'est quand même très agréable à toucher, c'est sensuel, c'est facile à réparer, c'est comme une ardoise effaçable, quoi, quelque chose qui est un enduit qui a été mal fait ou qui fissure, il suffit de le réhumidifier et de le reprendre à la main ou à l'outil. Enfin, il y a plein de façons différentes
Ouais, c'est facilement réparable, entre guillemets, Ouais. quand il y a un Et puis il petit... y a tous les procédés aussi, type sgraffito. Pour créer des motifs, en Ouais, fait, c'est ça, ou directement. des empreintes, voilà, des empreintes de feuilles, des empreintes de mains, d'objets, de textiles qu'on peut. Il y a un champ des Ah possibles mais c'est énorme. qui est aujourd'hui J'ai pas pas encore fait vraiment... le tour de ouais. tout ça. Et puis généralement on le fait en chantier participatif parce que sinon, bah, d'abord il y a très peu d'entreprises qui savent le faire, ou alors ça dépasse nos moyens. Donc en fait c'est quelque chose de très simple à faire soi-même et toujours agréable de faire collectivement. Ouais. Mais toi, tu t'es formé, en fait, à toutes ces techniques de réemploi. Enfin, comment... Ah non, ça, on apprend tout seul en faisant, en fait. Que ça soit la terre. Ben, il y a des formations, hein, mais moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup fait, bah, expérimenté toutes les terres, enfin, essayer de faire des essais en suivant les essais, les recettes qui sont écrites dans les livres. Enfin, il y a des livres très savants sur la terre crue, hein, c'est vraiment très bien documenté. Et puis surtout, il faut expérimenter, il faut faire. Moi, je fais beaucoup de prototypage. Dans le réemploi, bon, l'idée, c'est de toujours trouver pour trouver le plus de débouchés à un matériau, c'est pas de le réemployer dans le même usage. Bien sûr, on peut le réemployer dans le même usage, c'est facile. Ben, voilà, il faut que le matériau soit encore en bon état. Mais après, l'idée, c'est d'augmenter son employabilité en trouvant d'autres usages. Un exemple, par exemple, les lames de volets roulants, enfin les volets roulants en aluminium qui sont injectés de mousse polyuréthane. Le fait que ça soit des lames d'alu avec de la mousse polyuréthane, ça les rend très difficilement recyclables. Il faut séparer les deux, hein, même si l'alu est une matière très précieuse, enfin chère, hein, c'est très peu recyclé. Donc c'est un déchet ultime qui va finir enterré. Ah ouais. C'est dommage, donc c'est bien de lui trouver un autre usage. Et c'est quasiment... Enfin, c'est quoi le pourcentage de, justement, ces lames-là C'est très peu. Déjà, dans les déchetteries, ils confondent souvent Ah oui. entre lames de volet roulant, enfin un volet roulant en PVC ou en aluminium, bah, c'est pas si facile que ça à voir. Enfin, il faut vraiment les toucher, il faut même les gratter pour voir si c'est du PVC ou de l'alu. C'est pas si facile. Donc finalement, ça finit en chaufferie, mais ça brûle pas ou ça finit enterré. Nous, on tresse. Donc les lames de volant, on les tresse, mais il faut bien essayer soi-même. On va pas demander aux entreprises comme ça, voilà, les lames de volet roulant, vous allez me les tresser. Il faut quand même essayer, voir si ça marche. Quel point de tressage on peut faire, combien de lames on met, tous les combien longs voilà, tout ça, si on le fait pas soi-même, personne va le faire. Donc, tu as vraiment un laboratoire. Et alors, c'est peut-être parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais au Havre, donc aujourd'hui, dans ce grand lieu qui est aussi en fait ton agence, c'est ce grand terrain d'expérimentation. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce lieu. Et donc, c'est là où tu... Alors effectivement, c'est devenu mon agence, mais j'occupe qu'un tout petit bout, hein. Le hangar 0, c'est 2500 mètres carrés, hein, donc moi j'en ai pris 50 mètres carrés pour moi, ça me suffit largement. Mais j'ai aussi un petit plateau pour faire des expérimentations. Enfin, j'ai mon laboratoire. En fait, le hangar 0, bah, c'est un lieu qui... l'origine du lieu, en fait, ça remonte à une dizaine d'années. C'était au moment de mouvement Alternatiba. Je faisais partie du mouvement des objecteurs de croissance du Havre et on avait décidé de participer à ce mouvement qui était au moment de la COP 21, un mouvement citoyen dont le but était de montrer en fait aux citoyens que la transition écologique elle était déjà en marche et que c'était davantage des alternatives concrètes qui existaient déjà dans les domaines je sais pas, de l'agriculture urbaine, des Fab Labs, des systèmes d'échange libre, de tout ce qui existe en fait dans cette façon de faire, et que il fallait rien attendre des gouvernements. Ils mettaient beaucoup trop de temps à réagir et à se mettre d'accord. Donc c'était un peu pour rendre visible rendre visible, c'est ça, les réseaux de militants. Donc l'idée, c'est de faire un village des alternatives qui révélait un petit peu toutes ces alternatives. Et à la fin du week-end, tout ça a duré un week-end, on s'est dit que c'était dommage de pas pérenniser ce village. Et c'est au moment où il y a eu réinventer la Seine, à la suite de réinventer Paris, avec plusieurs dizaines de sites entre Paris et Le Havre, le long de la Seine. Et il y avait à l'aval, complet, presque arrivé à la mer, le hangar 0, un ancien dock à café. Donc le collectif s'est positionné, a proposé un projet justement de tiers-lieu
pour but, on appelait ça un peu pompeusement un laboratoire citoyen de la transition écologique. Et voilà, ça c'était en 2016, 2017, on a été lauréat et ensuite on a construit le projet, il fallait trouver l'argent, il fallait trouver constituer la société coopérative d'intérêt collectif qui a permis d'avancer et maintenant ça a commencé à ouvrir, il y a une boutique, un restaurant, un bar, une agence d'archi et puis des plateaux avec des machines pour transformer le bois, l'acier, le verre, tout ça. Et petit à petit, il y a des sociétaires qui nous rejoignent pour construire le lieu. Génial. Et c'est un lieu qui est construit tout en autoconstruction participative avec des matériaux de réemploi. Voilà. Donc en fait, pour moi, c'est un magnifique terrain de jeu et d'expérimentation. Et c'est là où je peux justement tester, faire des prototypes. Et en grandeur nature, inventer en fait des mises en œuvre, voilà, et que après, quand ça marche bien, et qu'il y a un retour sur expérience assez long et assez concluant, je le place sur des projets plus institutionnels. C'est marrant parce qu'en fait, pour discuter avec pas mal de personnes, et c'est vrai dans l'architecture, mais c'est aussi vrai dans le paysage, dans cette zone d'expérimentation de laboratoire pour faire justement manifeste, pour tester, et ensuite, ce que vous pressentez ou ce qui est concluant, vous le basculez dans des projets où en fait c'est d'autres aussi peut-être qui s'en emparent, ou c'est d'autres qui aussi voient l'idée, et puis après vont le mettre en œuvre ou le faire vivre autrement, etc. Et c'est beau de voir que finalement c'est possible. Enfin, il n'y a pas à attendre quelque part que d'autres mettent en place ces lieux. Enfin, en fait, il faut unir les volontés de celles et ceux qui ont bien envie de le faire et puis de le faire. En fait, c'est aussi ça qui est. Oui, il y a une énergie citoyenne et il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie que ça change. Bien sûr. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de lieux comme ça qui éclosent un petit peu partout. Et c'est tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la ferme des possibles à Stein, parce que c'est un endroit qui est extraordinaire. Enfin, peut-être que tu peux... Oui, tout à fait. Alors la ferme des possibles, c'est le projet qui m'a fait un peu connaître dans le petit milieu de la frugalité. C'est un projet qui a débuté en 2017, un peu parallèlement à mon projet sur le hangar zéro. Mais le hangar zéro, ça a été très long et voilà. Mais ça a été une commande qui initialement avait été passé entre Novaedia, une coopérative d'insertion par l'agriculture urbaine, à Bellastock. Mes amis de Bellastock est une association, une coopérative maintenant d'architecture expérimentale. Et bon, c'est un peu les pionniers du réemploi en France. À l'époque, ils n'étaient pas maîtres d'œuvre. Maintenant, ils le sont. Et donc, en fait, pour la commande de Novaedia, c'était de réaliser une ferme périurbaine sur un site agricole. Et Bellastock m'a proposé d'en être le mandataire, donc je les remercie encore parce que c'était un projet vraiment magnifique. Et en plus, ça a été très rapide. Il fallait construire rapidement, donc on n'a eu pas beaucoup de temps pour le concevoir. On n'avait pas beaucoup de temps pour le construire. Ça a été terminé juste année 2020, le Covid. Et la commande, c'était un bâtiment en matériaux de réemploi. Alors, moi, j'y ai amené mes compétences aussi en bio, géosourcé, bioclimatisme, etc. Donc, ça a été un peu l'aboutissement. Je crois que c'est vraiment le bâtiment qui remplissait un peu tous les objectifs que je m'étais fixé à travers mon mémoire. C'est-à-dire vraiment un bâtiment à empreinte écologique très, très faible. Tu peux donner un peu des exemples à quoi il ressemble parce que c'est une grande longère qui est un petit peu en cohérence avec sa fonction. Alors c'est pas vraiment une ferme, c'est plus un lieu de transformation en fait de denrées alimentaires, de fruits et légumes qui sont produits sur le terrain, mais aussi sur d'autres terrains ou achetés pour faire ça alimente une activité de traiteur, ça alimente également un restaurant qui a été fait sur place. Il se présente comme un bâtiment de 70 mètres de long qui est recouvert complètement d'une grande vitrine avec des fenêtres de réemploi qui ont été glanées à Épinay-sur-Seine, donc tout près, et qui éclaire en fait une zone tampon qui est un espace de distribution, puisqu'il y a un laboratoire culinaire, une cuisine, etc., une marche en avant. C'est assez complexe. Ça nécessite beaucoup de circulation et du coup qu'on a fait comme ça en espace non chauffé, mais éclairé par cette grande façade vitrée qui amène également en demi-saison de la chaleur. Également en hiver, on a un mur trombe également qui est réalisé avec des briques BTC de réemploi et puis ces menuiseries qui viennent devant qui permettent de chauffer ce mur en terre crue
qui contribuent à chauffer le bâtiment. On a aussi Les briques BTC briques de terre crue comprimées. comprimées. Ok. Voilà, qui avaient déjà servi dans le cadre du village des terres de Bellastock Ah oui. à faire des constructions éphémères, et du coup on les a récupérées pour construire un verre. Donc c'était à la fois du géosourcé et du réemploi. Et je crois que c'était aussi un projet qui est issu quelque part d'un concours que toi, tu avais mené en interne au sein de l'agence, c'est ça? Oui, à l'époque, oui, j'avais 5 salariés. On avait fait un petit concours interne parce que le programme était tellement fabuleux. Enfin, c'est le projet que j'attendais depuis longtemps. Je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi tout seul. Il y a quand même pas mal de jeunes architectes qui m'ont rejoint pour m'accompagner dans ce cheminement, et il fallait évidemment que tout le monde en profite. Et puis, je crois en l'intelligence collective, quoi. Même si on a toujours envie, quand on est architecte, un peu de tout maîtriser. Et c'est vrai que moi, j'adore travailler tout seul et de ne pas avoir les contraintes de quelqu'un au-dessus de moi et pas de quelqu'un en dessous de moi non plus. Et finalement, avoir des gens qui... On peut pas tout faire, donc on est bien obligé de s'entourer de gens qui nous aident, mais en fait, heureusement, parce que je pense qu'on fait des choses bien meilleures entourés. Donc en fait, on a fait un petit concours interne, et j'ai pas gagné, j'ai pas gagné. C'est les salariés, Léa Chevrier, qui a eu la bonne idée de... Ouais, parce qu'en plus, c'était complexe, parce qu'il y a à la fois énormément de low-tech, mais la destination même de cette ferme demandait aussi des choses à réfrigérer. C'est high-tech en fait, parce que oui, alors c'est intéressant dans ce bâtiment-là, c'est que ça mêle high-tech et low-tech, mais qui se servent mutuellement. En fait, effectivement, il y a 500 mètres carrés de locaux réfrigérés, plus des chambres froides à -20, des chambres froides à -5. Donc tout ça, ça dépense énormément d'énergie, ce qui n'est pas très cohérent avec un bâtiment frugal. Mais bon, ça sert quand même une utilité. Voilà, c'est normal. On est dans de l'alimentaire. Il faut respecter ces normes-là. Mais par contre, ça dégage de la chaleur. Donc en fait, on utilise cette chaleur fatale pour chauffer le reste du bâtiment, qui sont des espaces de formation, des bureaux, des salles de réunion, des vestiaires, etc., qui sont chauffés par la réfrigération de ces locaux-là à travers une thermofrigopompe. Alors je connaissais pas, une espèce de pompe à chaleur qui arbitre entre le chaud et le froid. On a fait ça avec Dalkia, à l'époque, qui a participé à la conception de cet espace-là, de cette technique-là. Mais tout ça, c'est avec de la terre et de la paille autour, quoi. Ouais. Mais c'est ça, c'est que j'essaie de m'imaginer un peu la team, la brigade. Voilà, ça doit être un peu c'est atypique, en fait. Est-ce que aussi ce projet a emmené et sorti de sa zone de confort un peu tout le monde, j'ai l'impression? Ouais, tout le monde s'est donné à fond pour sortir ce projet-là. La coopérative, qui est une coopérative d'insertion, n'avait pas des moyens très importants, donc on a dû faire ça avec les moyens qu'ils avaient. Les entreprises qu'on a embarquées dans l'histoire ont été assez aidantes. Enfin, tout le monde, en fait, y a mis beaucoup d'efforts. Par contre, on a beaucoup gagné en expérience et en retombées, en fait, parce que moi, vraiment, ça m'a permis de décoller, en fait, dans cette pratique. Bien sûr. Ça m'a amené beaucoup de notoriété dans ce domaine-là, et ça m'a amené plein d'autres projets. J'ai pu être retenu à concourir, par exemple, sur la Maison de l'Environnement, qui était un concours, la Maison de la Réserve à Épinay-sur-Seine, qu'on a gagné, et maintenant qu'on fait, qui est sans doute le projet le plus abouti dans cette recherche par exemple, le zéro béton, bois, terre, paille et matériaux de réemploi. Et là, tu travailles avec des paysagistes aussi, je crois. Alors, les paysagistes étaient intervenus avant. Nous, on venait en fait pour réaliser un pavillon d'accueil de la réserve écologique, qui est un lieu où c'est Coloco, l'agence de paysagistes, qui avait proposé ce concept de deck en bois qui permettait en fait de traverser une jungle, parce que l'idée de la réserve écologique, c'est de laisser tout pousser et de ne pas intervenir du tout. L'été, effectivement, c'est une jungle de ronces mais où plein d'animaux sont revenus, qui avaient disparu de là, quoi. C'est réjouissant de voir comment la nature reprend ses droits sur la ville quand on la laisse, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu post-apocalyptique. et comme ça intéresse beaucoup de monde, de scolaires, de chercheurs, de gens qui viennent visiter cette réserve écologique, il fallait aussi un bâtiment lui-même pédagogique, réalisé avec aussi des matériaux très naturels, des matériaux bio-géosourcés et beaucoup de matériaux de réemploi. Et là, il y a aussi une association un petit peu aussi
aussi détonnante que le high-tech et le low-tech. Là, c'est le mélange du luxe et des matériaux dits pauvres, c'est-à-dire matériaux naturels non transformés. C'est que toutes les fenêtres de réemploi viennent de chez Dior, du siège social de Dior, 8e arrondissement. On a utilisé toutes les fenêtres pour faire des façades bioclimatiques. Voilà. Donc c'est un bâtiment low-tech, tout en ventilation naturelle, mais qui s'habille chez Dior quand même. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation quand même que on est, comme c'est nouveau, comme on a besoin pour aussi mettre de la valeur sur des choses. Oui, on entend les mots, on entend les promesses, on entend les ambitions. Et des projets comme cette ferme des possibles, c'est comme si vous aviez un peu posé une espèce de fondation en disant là, il y a un potentiel nouveau marché, mais il faut qu'il y ait des gens qui prennent le risque au tout début, peut-être aussi de se casser la figure, tu vois. Mais en tout cas, c'est aussi ce qui a permis de justement ouvrir la voie à cette nouvelle valeur et pour lesquelles on est venu te chercher après. Et je pense que s'autoriser à avoir ce rapport un peu au temps long, à se dire que peut-être maintenant, tout de suite, ce projet-là, je vais répondre oui, il y a un truc où normalement quelqu'un de sensé dirait ben non en fait, parce que il y a une vision, parce que deux, il y a une coopération, et là j'ai l'impression que c'est ce qui est né de ce projet en fait. Il y a une espèce de, tout le monde était embarqué dans ce récit collectif. Et ça, c'est beau, en fait. Et du coup, aussi, chacun apprend quelque chose de ces expériences-là, parce que comme tout est nouveau, il faut bien des terrains un peu d'expérimentation. Donc ça, c'est intéressant, en tout cas, que tu puisses le dire, parce que c'est... Ce rapport au risque, c'est un peu comme quand on te pose la question, j'imagine, est-ce que ça coûte plus cher ou tu vois, c'est toutes ces questions en fait qui sont, il y a pas de réponse toute faite en fait. C'est ce que t'en fais en réalité, et puis c'est aussi, j'imagine, les intentions et ce que tu te poses dedans, quoi. Comment tu portes le projet après. J'imagine quand t'as fait visiter après la ferme, etc. Et t'as un enthousiasme. Enfin, tout le monde. Ben voilà, il y a un truc qui est communiqué, qui est. Oui, ça soulève l'enthousiasme. Ouais. À chaque fois. Et c'est vrai que ça. On me demande souvent de refaire la même chose, mais bon, on refait pas la même chose ailleurs, et si c'est pas le même programme, mais c'est vrai que ça pose les bases et ça montre que c'est possible en fait de le faire. Comme tu dis, il y a pas de, enfin le réemploi c'est pas plus cher. Construire en paille ou en terre crue c'est pas plus cher. Ça dépend comment on le fait, et c'est vrai que avoir l'expérience de le faire sur un bâtiment comme ça, on trouve les moyens en fait de réaliser ça à un coût ordinaire, enfin même parfois moins cher. Enfin, pour moi, les matériaux de réemploi, si on les source bien, c'est des matériaux qu'on peut avoir gratuitement. Oui, c'est une cueillette en fait de matériaux. C'est ça. En fait, il faut anticiper. Il faut quand on dit le réemploi c'est plus cher, bon, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est ni plus cher ni moins cher. Ça dépend ce qu'on fait, pour qui, avec quoi, comment et pourquoi. Enfin, c'est vraiment y a pas de règle. toute une question de contexte et de façon de l'aborder. Il y a des impasses, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'on sait que ça va être trop compliqué ou ça va coûter très cher en test, etc. Puis il y a des choses très simples justement, on a pu éprouver sur des projets, et ces projets, et cette façon de faire, il faut le communiquer, il faut que les confrères le sachent, les maîtres d'ouvrage le sachent, qu'on peut faire vraiment des choses très intéressantes avec des menuiseries de réemploi sans forcément faire de tests, et que ça permet d'apporter du bioclimatisme dans le bâtiment, de pouvoir faire de la ventilation naturelle de façon très simple, et de se chauffer, de réduire les charges de chauffage. Ouais, donc ça c'est à faire circuler plus. Et aussi peut-être une question que beaucoup se posent, c'est, et t'en as parlé tout à l'heure un petit peu, mais peut-être qu'on peut revenir un peu là-dessus, mais par rapport aux normes et aux assurances. Tu vois, comment est-ce que tu peux rassurer peut-être certaines et certains qui se disent oh là là, mais vraiment trop compliqué, ou rapport au risque, tu vois, aussi qui est un peu sclérosé, où il y a zéro envie de prendre le moindre risque aujourd'hui. Ouais, alors il y a beaucoup à dire, hein. mais c'est vrai que cette question de l'assurabilité, c'est le frein principal, notamment au réemploi. La réglementation, il faut la respecter. De toute façon, c'est la loi. On ne contourne pas la réglementation. On peut simplement agir sur le programme pour que la réglementation soit la moins contraignante possible. Comme construire toujours le dernier plancher à moins de 8 mètres. Hein, sinon, on va être obligé d'avoir des degrés coupe-feu, de faire en sorte qu'il y ait moins de 200 personnes dans un établissement recevant du public. Sinon, on sera obligé d'avoir des façades classées au feu, etc. Et puis plein de contraintes.
En plus de la réglementation, il y a les normes. Les normes, ça n'a rien d'obligatoire. On n'est pas obligé de respecter les normes. C'est pas une obligation. C'est pas du réglementaire. C'est juste pour faciliter l'assurabilité. Donc on en vient à la question de l'assurance, qui est quelque chose de vraiment très stérilisant en fait dès qu'on veut expérimenter. Puisque quand on expérimente, généralement, on n'est pas dans les normes. Si on n'est pas dans les normes, on n'est pas dans une construction, on appelle ça les techniques courantes. Donc techniques non courantes, les assureurs généralement n'assurent pas. Or, en France, il y a une obligation d'assurance. Donc en fait, c'est insolvable cette histoire-là. Donc effectivement, je défends un point de vue qui est de non pas mettre les normes à la poubelle, mais aller au-delà finalement des normes. C'est un petit peu en jouant sur les mots tout à l'heure quand je parlais du nombrière à la place d'une couverture, ou c'est quand on travaille un exemple, un bâtiment au Havre, une recyclerie dont la façade est recouverte de palettes brûlées. Bon, théoriquement, on ne peut pas faire de bâtiment en palettes. C'est pas du bois du bâtiment, il n'est pas classé pour ça. Voilà, donc il suffit de dire que c'est une surfaçade qui ne participe pas finalement au clos couvert, que c'est un écran qu'on met devant une façade pour que le bureau de contrôle dise que pour lui c'est hors mission, et du coup on n'a pas cet avis défavorable à la fin qui nous empêche de nous assurer. Mais au-delà de cette question de l'assurance, ça c'est vraiment français en fait, je parle bien de l'assurance décennale, dommages ouvrages, donc c'est les garanties sur le bâtiment lui-même et sur les dommages qui peuvent survenir pendant 10 ans. C'est un truc qui n'existe qu'en France, et c'est ça qui nous empêche finalement d'expérimenter, avec la loi Spinetta également, qui donne toute la responsabilité en fait aux constructeurs, qui était faite initialement pour protéger les particuliers dans la construction d'une maison par exemple. Ils ne sont pas sachants, et il faut que les constructeurs bien sûr soient responsables de tout ça pendant 10 ans. Bon, c'est très bien, sauf que ça, petit à petit, c'est devenu applicable y compris à la maîtrise d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage public. Alors que l'État est son propre assureur, mais en fait il y a beaucoup de collectivités territoriales qui continuent qui ont besoin de cette dommage ouvrage, et là du coup en fait c'est impossible, quoi. On n'y arrive pas, et cette assurance, avec tout le changement, les problèmes de changement climatique, et notamment le problème des retraits et de gonflement des argiles qui commence et qui va potentiellement faire des fissures, des mouvements de sol qui vont provoquer des dégâts très importants sur près de 50% des bâtiments qui sont construits en France. Les assurances pourront pas prendre ça en charge, ni l'État, au titre de catastrophes naturelles. Donc en fait, on va se retrouver avec un système où au final, c'est comme si la sécurité sociale remboursait uniquement les médicaments pour la grippe, mais pas pour le cancer ou des maladies graves, quoi. On vient nous embêter parce qu'on veut construire avec des fenêtres de réemploi, et puis que le bureau de contrôle nous dit qu'il faut faire plein d'essais qu'on ne peut pas payer, et qu'au final on ne sera pas assuré, mais qu'on aura pris toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de problème, tout soit bien fait, et on risquera peut-être des petites infiltrations à un endroit où finalement on a dit que c'était un espace tampon, et il n'y aura pas besoin de se protéger complètement de l'air et de l'eau du ciel. Et finalement c'est très mineur par rapport aux dégâts qui potentiellement arriveront dans quelques années sur les bâtiments à cause du changement climatique. Donc en fait il faut parler du risque, et être assez détendu avec ça, faire des analyses de risque pour voir ce qui peut effectivement arriver, et voir si c'est très grave ou pas très grave finalement. Accepter de prendre des risques, sinon on n'y arrivera pas, on est obligé de rester dans les mêmes pratiques, et les choses ne changeront pas. Merci en tout cas de partager tout ça, parce que on en a besoin d'entendre aussi que faire autrement c'est possible, et que finalement il y a aussi beaucoup de bon sens qui sous-tendent tout ça, et que sinon c'est l'insoutenabilité du monde qui est provoquée, donc c'est pire, c'est 1000 fois pire. Donc merci beaucoup Frédéric. Alors tu sais que j'ai une petite tradition dans le podcast, c'est que je demande à tous mes invités de me partager leur définition du beau, ou ce que le beau évoque pour eux. Alors pour toi Frédéric, qu'est-ce que ce serait? Alors la question est vraiment très vaste. En tout cas, je trouve déjà que la question où est le beau est très belle en soi, et que le beau, j'ai envie de dire, répondre par une pirouette en disant que le beau est déjà dans le regard sur le beau. Déjà, reconnaître le beau, c'est déjà beau. Et que le beau est là où on le trouve. Pour moi, c'est une quête.
En tout cas, c'est la quête principale, c'est la boussole. Tu parlais de la cosmopolitesse, je crois que c'est un lien avec ça. Pour moi, le beau, ce qui est nécessaire au beau, c'est tout ce qui est vrai, la transparence et la sincérité. Pour moi, il n'y a pas de beauté sans ça. Et donc, transposer à l'architecture et aux matériaux, bien sûr, les matériaux s'exprimer. J'ai fait le tour tout à l'heure de ton lieu, l'exposition, c'est merveilleux, c'est très touchant. Et le beau, c'est une émotion, ça passe par les sens, ça passe aussi par l'intelligence, et ça nous nourrit, ça nous donne de la joie, des émotions, qui sont pour moi aussi nécessaires que l'air qu'on respire et la nourriture qu'on mange. Merci Frédéric. Et tu parlais du coup donc de ce lieu qui est Cosmos & Matter, un projet satellite de l'Association pour un design soutenable qu'on a initié en duo avec Marie-Cassandre Bultel et qui a pour objectif de montrer quelque part comment, en tout cas c'est une proposition, c'est aussi un peu notre manifeste à nous, tu vois, c'est notre hangar zéro à nous, de montrer comment on pourrait habiter demain sans plastique et en se réconciliant avec à la fois les sagesses ancestrales et les lois universelles. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre grande envie pour cet art de vivre. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance sur ce projet et aussi on est tous bénévoles, donc tous les bénévoles aussi qui ont participé à ce que ça advienne, parce que sur le papier, c'était impossible que ça advienne. Donc voilà, merci à eux encore. Et pour terminer, peut-être Frédéric, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux jeunes architectes ou aux architectes qui sortent de l'école, et peut-être aussi après à ceux qui sont déjà bien implantés et qui t'écouteraient d'une oreille attentive voilà. Alors de ne pas perdre autant de temps que moi, parce que moi ça a mis quand même du temps avant que je me saisisse de la question en me disant que je pouvais le faire. Voilà. Donc ça, ils peuvent le faire dès la sortie de l'école, se grouper entre eux, monter des collectifs, faire des chantiers participatifs, apprendre de ses mains toutes les choses qu'on n'a peut-être pas pu faire à l'école, mais en tout cas se confronter à cette façon de faire. De pas forcément non plus... moi, je reçois énormément de demandes d'embauche et ça me fend le cœur à chaque fois. Je réponds à tout le monde et généralement, je leur dis, mais allez dans les agences ordinaires et essayez de les transformer par l'intérieur, parce qu'il n'y a pas encore assez d'agences engagées pour embaucher tous les jeunes archis ils ont changé quand même. Ça, en 10 ans... ils ont quand même vachement évolué, mais du coup, il n'y a pas assez d'agences pour... ils n'ont pas ce qu'ils recherchent dans ces agences-là. Allez-y quand même, allez-y et changez-les de l'intérieur, c'est nécessaire. Qu'ils aient le courage de construire en fait l'agence qu'ils souhaitent avoir. Et est-ce qu'il y a un endroit particulier, une adresse que tu aimerais partager avec nous, que tu aimes vraiment beaucoup ? Je sais pas, un endroit qui est vraiment... Alors déjà, pour l'instant, moi je vous invite au Hangar Zéro partout en France. On peut venir en train au Hangar Zéro, participer à nos chantiers participatifs qui ont lieu tous les jeudis, enfin chantier participatif Terre Crue, tous les jeudis, et un week-end par mois. J'encadre le dernier week-end de chaque mois. Donc il y en a tous les derniers vendredis, samedis, où on fait des enduitaires, mais on travaille également avec des matériaux de réemploi, on construit des cloisons avec des dalles de faux plafond, du bois de réemploi, des sacs de café en toile de sisal qu'on trempe dans la boue. Enfin, on fait plein de choses. Donc, commençons par là. Ouais, super. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton temps. Et on mettra les liens de tout ça dans les notes de l'épisode. Merci. Merci, Hélène.